Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast WNBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour parler un petit peu de l'actu autour de la ligue de basket. Alors, la ligue est en pause à l'heure actuelle, mais on va quand même avoir des choses à dire. Et pour ça, l'équipe habituelle est avec moi, est avec vous, surtout Elliot et Tom. Bonjour les gars. Bonjour tout le monde, bonjour Chris, bonjour Tom, ravi de vous retrouver en cette, ouais, comme tu l'as dit, un peu off-season pour parler de l'actualité quand même, parce qu'il y en a. Ouais, salut les gars, un plaisir de vous retrouver et puis, on est en attente du début des JO, mais on a quand même de l'actu féminine à débriefer donc on va faire ça entre nous. Ouais, c'est ça. On va vous proposer quand même du contenu avec. On va commencer là. On va oublier un petit peu la petite trame qu'on peut avoir chaque semaine, hein, vu qu'il n'y a pas eu de match sur les derniers jours. Bon, il y en a eu un autour du All-Star Game. On va en débriefer. On va en parler dans notre premier point là. Les événements qui sont passés du côté de Phoenix, la grande fête du basket féminin. Dans un deuxième point, on fera nos petites récompenses, hein. Mmh. Voilà, on va rien inventer, hein, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant de nommer entre guillemets à cette mi-saison une joueuse MVP, on va qualifier ça ainsi, une rookie et une équipe qui nous a plu. Donc ça va être assez intéressant. Et alors, on n'a pas les avis des uns et des autres, mais en tout cas, de ce qu'on s'est un petit peu dit, je pense qu'on n'a pas les mêmes équipes et tout, donc peut-être même pas les mêmes joueuses. Donc ça va être intéressant de Ouais, pouvoir en parler. On fera un bilan un petit peu plus général avec notre point coup de cœur ou un petit peu coup de gueule sur cette première partie de saison. Et on fera une petite info en plus, évidemment, quand même, histoire de clôturer tout ça comme il faut. Est-ce que le programme vous va, messieurs? c'est parti, on est là. Allez go. Bon, et très bien, on se lance tout de suite. N'oubliez pas juste, hein, l'application et le site internet de The Free Agent pour retrouver des articles autour de la WNBA, mais aussi autour des Jeux Olympiques là, qui vont démarrer très 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 vite. Donc on sera là pour vous parler évidemment donc, du basket masculin, mais aussi féminin, bien entendu. Alors, on va commencer avec le petit retour sur le All-Star Game. Donc ça avait lieu il y a quelques jours là, du côté de Phoenix, les gars. Elliot, on va démarrer là-dessus si tu veux bien. Mmh. Le premier point qu'on veut dire, c'est que ça a été un vrai succès déjà en termes de fréquentation dans la salle. C'était sold out depuis des semaines et en termes d'audience aussi où ça cartonnait, hein. Yes, c'est ça. Bah, je te laisserai revenir sur les stats, au Mmh. niveau des audiences et cetera. Mais donc, on avait quand même, 2 soirées différentes, avec une première soirée avec, les concours et donc, le concours, Skill Challenge, donc comme en NBA, une espèce de parcours avec, un slalom où il faut faire des passes, il faut rentrer des tirs et Ouais. un concours à 3 points. Et le premier concours et le deuxième concours ont été remportés par Alisha Gray, la joueuse du Atlanta Dream, qui a battu donc, au premier a battu Sophie Cunningham en finale pour le Skills Challenge et pour le concours à 3 points, elle a battu Jonquel Jones, en finale et honnêtement, c'est une grosse soirée pour, elle et puis elle remporte pas moins de 115 000 $, ce qui équivaut à plus de 62 de son salaire annuel. Donc c'est pour vous dire quand même l'impact, que cette Pas soirée a eu et donc elle ouais. devient la première joueuse de l'histoire à remporter le skills et le three point contest dans la même soirée. OK. Est-ce que vous avez eu aussi la possibilité de suivre un petit peu la rencontre? Le match phare du dimanche, donc avec, Team USA qui était un peu en match de «préparation exhibition» entre guillemets et une équipe composée d'autres joueuses de la WNBA, avec quand même, un bon niveau. On a vu des belles actions, des beaux highlights. Il y avait, Reese et Clark qui étaient dans la même équipe. Ça a bien tourné sur les réseaux, Tom? Alors moi, concrètement, j'ai pas regardé le match en direct, mais j'avoue que je me suis fait un replay, le lendemain. J'avais pas mal d'a priori et j'en ai souvent des a priori sur ce genre de week-end All-Star parce que j'ai l'habitude de regarder le All-Star Game masculin qui est une purge annuelle. Mmh. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, on avait 2 équipes ultra compétitives. On sent que les filles étaient là pour jouer au basket et pour gagner le match. Ça défendait. Autant te dire de base que le mot défense ne rime pas toujours avec le All-Star Game, donc c'était vraiment appréciable. Et puis, comme tu l'as dit, c'était un vrai match de prépa pour les JO. Et puis, on a eu la chance de voir quand même les meilleures joueuses au monde sur le terrain en même temps, donc c'était quand même assez agréable à voir. De la compétitivité. Moi, juste pour revenir sur les concours étaient top, mais il manquait les meilleures shooteuses à 3 points sur le Mmh. concours. Donc voilà, on reviendra plus tard sur certaines choses, j'en dis pas plus. OK. Est-ce que tu voulais rajouter, des éléments, Elliot, peut-être? Il y a eu quand même une performance notable dans ce match.
Absolument, c'est Arike Ogunbowale qui a complètement pris feu. Elle qui finit avec 34 points, 6 rebonds et 6 passes. Donc qui a mené la team WNBA à la victoire face à Team USA. Et elle a donc battu le record de points qui était détenu par Jewel Lloyd, qu'il avait effectué l'année dernière. Et surtout, le point assez incroyable, c'est qu'elle a mis ses 34 points en une seule mi-temps. C'est ça. En la totalité de ses points en deuxième mi-temps. Honnêtement, et en fait, elle prend des tirs et ça rentre. Elle envoie de n'importe quelle position, n'importe quelle configuration, sortie de pick and roll, après dribble, catch and shoot, tout ce qu'elle veut. Et c'est sa deuxième distinction de MVP du All-Star Game après 2021, déjà face à la Team USA qui partait cette fois-ci en direction des JO de Tokyo. OK, ouais, mais c'est vrai que la stat était assez dingue de voir tous les points marqués uniquement sur la seconde période, elle a pris feu totalement. Donc voilà, c'était vraiment un match intéressant et comme on disait tout à l'heure en introduction, qui a plutôt, très, très bien fonctionné en termes d'audience. C'était diffusé sur ABC, en tout cas en termes de gros channels, américains. Il y a eu quasiment 3,5 millions de personnes. Alors, juste pour vous donner des indications, parce que 3,5 millions, ça veut pas nécessairement dire grand chose. Le précédent record, c'était 2003 et c'était 1,5 million. Donc, on fait un bond de plus de 2 millions. Un petit cap. C'est ça. L'année dernière, le même match donc avait fait venir 850 000 personnes. Donc là, on passe à 3,44 millions pour être précis. Une augmentation de Hem 305%. Ouais, c'est, encore une fois un chiffre, on en a donné beaucoup et on va en reparler tout à l'heure, mais qui montre, vraiment cette vague qui prend autour de la WNBA. C'est le 17e match de l'année dans cette ligue, en fait, où il y a plus de 1 million de téléspectateurs. Mmh. Alors, sur les 17 matchs, il y en a 15 où il y avait Caitlin Clark dans le jeu. Bon, après ça, vous en faites vos conclusions, mais, il y a toujours cette hype autour d'elle qui continue. Donc voilà, ça, c'est des chiffres qui avaient été donnés par ESPN, par The Athletic, que vous retrouvez facilement. Mais encore une fois, un enthousiasme et vraiment un événement qui a pris pour la Ligue féminine et une preuve supplémentaire de l'engouement autour de la WNBA cette année, messieurs. Et puis même dans le stade, c'était assez cool. Il y avait pas mal Oui, de stars en bord terrain. Il y avait Sue Bird, il y avait Megan Rapinoe, il y avait pas mal de joueuses de Phoenix qui accueillaient le All-Star Game. Et ouais. c'était assez cool à regarder les échanges entre notamment Sue Bird, Caitlin Clark, etc. Ah bah, c'est ça, c'est toujours le moment pour les joueuses qui ne sont plus sur le terrain, on va dire, qui ne sont plus, actives ou actifs quand on parle des messieurs, de se retrouver avec la jeune génération aussi, de pouvoir échanger. C'est toujours des événements, intéressants à observer. On va enchaîner messieurs avec, bah, le gros point un petit peu de cette émission, nos récompenses, notre palmarès de la mi-saison. Comme on l'a dit tout à l'heure, on va faire un petit point sur notre équipe coup de cœur, ce sera tout à l'heure. La rookie, on va en parler rapidement. On en avait fait un focus il y a 2 semaines de ça, peut-être, avec vous, messieurs, 2 ou 3 semaines de ça. Mais on va Ouais. commencer peut-être avec notre MVP ou en tout cas la joueuse qu'on voit comme étant la plus forte ou la plus dominante sur cette première partie de saison. Bon, les gars, je pense qu'on sera à peu près d'accord sur le nom, non? Je suppose qu'on a toute la même. Je pense qu'on a une certaine joueuse, une certaine AJ Wilson. Je ne sais pas si l'un de vous, les gars, a des chiffres en particulier la concernant, parce que moi, il y Enfin, aura juste les stats sous les yeux, c'est déjà exceptionnel, hein. Oui, oui. Mais vas-y, on te laisse un petit peu sur AJ, on va rebondir. Parce que moi, j'aurais une autre joueuse que je voudrais, aborder. Idem, Ah, j'aurais une autre oula, joueuse. très bien. Donc je vais juste faire les stats d'AJ Wilson pour votre conscience. 27,2 points, 12 rebonds, un peu autour de 2 passes, 3 contres et 2 interceptions. Las Vegas avait très mal commencé le début de saison, on en avait parlé pas mal ensemble. Et puis depuis le retour de Chelsea Gray, c'est un visage différent pour cette équipe et qui est donc remonté au classement en flèche et qui a même tapé la 3e place avant de redescendre 4e avec la défaite sur la dernière journée avant la pause. Mmh. Mais AJ Wilson, c'est la domination simple. Elle est devenue la meilleure marqueuse de l'histoire de la franchise de Las Vegas et elle a seulement 27 ans. Et honnêtement, ouais, je sais pas quoi dire d'autre à part, son mois de juillet aussi est exceptionnel. Elle a été, joueuse du mois de juillet avec une autre joueuse à l'Est peut-être. Dont je parlerai Donc après. vas-y, je te laisse en parler si tu veux. Eh ben, écoute, ouais, non, mais on est tous unanimes pour dire que Jay Wilson prend la première place du podium de MVP. Et puis, bah, si elle continue comme ça, il y a pas de raison qu'elle ne l'ait pas. Moi, j'ai quand même envie,
vous me connaissez, messieurs, et puis j'ai ma petite chouchoute, et puis je suis content d'en parler, enfin, pour cette mi-saison, parce que Sabrina Ionescu est la meilleure joueuse de la meilleure équipe de la ligue sur cette première partie de saison. Oui. Et ça, c'est quand même un élément qu'il faut mettre en avant. C'est une jeune joueuse qui tourne à 20 points, 4 rebonds et 6 passes de moyenne depuis le début de saison. Elle a été élue aussi meilleure joueuse du mois en tournant à 23 points, 4 rebonds et 5 passes de moyenne. On avait catégorisé Sabrina l'année dernière comme une shooteuse extraordinaire. Ce qui est le cas, hein. L'année dernière, elle tournait à plus de 45% à 3 points. Cette année, le pourcentage à 3 points est un petit peu en dessous. Par contre, elle montre des qualités dans le playmaking, dans l'organisation de jeu. Globalement, c'est elle qui met en place maintenant le jeu du Liberty. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de 2 joueuses. Il y en aura forcément une qui aura beaucoup plus de temps de jeu avec Team USS et AJ Wilson. Sabrina en aura beaucoup moins parce qu'il y a aussi comment dire, ce respect de l'âge et ce respect des statuts chez Team Statut, USA. ouais. Par contre, si vous avez l'opportunité de voir Sabrina jouer un petit peu pendant les JO, c'est clairement le type de joueuse qui peut dégainer à 8 mètres, 9 mètres, et c'est impressionnant à voir. Tout à l'heure, on disait en rigolant, elle n'a pas participé au concours à 3 points parce que l'année dernière, c'était n'importe quoi. Il y a des vidéos qui ont tourné là juste avant le All-Star Game où on la voyait enchaîner un nombre de shoots sans rater. Elle est phénoménale, et puis elle est vraiment en progression, et je pense qu'elle sera amenée à obtenir des titres de MVP par la suite. Mais voilà, je voulais parler de ma petite chouchoute. Ok, bon. Moi, je vais faire ma petite mention parce qu'on est tous les trois d'accord pour mettre TJ Wilson en numéro 1 dans le Mhm. MVP ranking que tu proposes, Elliot, aussi sur le site de Absolument. l'application. J'y suis retourné voir les derniers articles, elle est toujours devant et c'est bien normal. Toujours. Moi, le petit nom que je voulais quand même aborder, c'est Nafissa Collier, Mhm. la joueuse du Lynx. Déjà, On va y revenir, t'inquiète pas. Bon, bah, très bien. Alors, le bilan déjà de l'équipe est vraiment intéressant, hein. 3e avec un bilan à 17-8. L'année dernière, déjà, elles étaient 3e, hein, de la saison régulière, donc ça perdure, c'est toujours intéressant. Numéro 1 de son équipe en termes de points marqués, de rebonds, d'interceptions, elle est à 20 points, un tout petit peu plus de 10 rebonds, 3,7 passes, 2,2 interceptions, 1,5 blocs en un tout petit peu moins de 35 minutes. C'est une vraie joueuse des deux côtés du terrain. Mhm. C'est la tête d'affiche d'une des meilleures équipes de la ligue et peut-être de la meilleure défense de la ligue, Ouais. pardon. C'est le meilleur defensive rating si je dis pas de bêtises. Mhm. Elle avait juste été en dessous du podium. Elle avait été 4e au vote MVP l'an dernier. Donc, c'est vraiment une Ouais. joueuse référencée. C'est pas quelqu'un qui sort du bois comme ça. Elle était un petit peu blessée. Elle est revenue là sur elle s'était blessée le 4 juillet, quelque chose comme ça. J'ai pas la date exacte, mais je crois que c'était début juillet. Elle est revenue. Elle a fait le match du All-Star, tout ça. Elle est dans Team USA. Donc, on verra avec quel rythme, quel temps de jeu, tout ça, parce que son retour sur la WNBA là depuis début juillet, on était sur des perfs en deçà évidemment. Mais voilà, moi je voulais quand même la nommer parce que je trouve que c'est une joueuse qui est déjà très intéressante à observer. J'aime beaucoup le jeu qu'elle propose. L'équipe aussi est intéressante et c'est une équipe qui peut pourquoi pas ambitionner des choses. On en parlera tout à l'heure certainement. Mais voilà, moi c'était la petite mention que je voulais aborder autour de Nafissa Collier. Moi, pour prolonger ton propos, Chris, on vient de citer très honnêtement, je pense, le podium, enfin les trois joueuses seront sur le podium MVP s'il n'y a pas de blessure et si elles poursuivent sur cette dynamique-là. Et pour, entre guillemets, augmenter un petit peu la hype autour de Nafissa Collier, Vegas et New York sont des très grosses équipes qui, je pense, pourraient fonctionner sans AJ Wilson et sans Sabrina Ionescu. Là où Ouais. je pense très honnêtement que Nafissa Collier, Oui, on l'a vu, hein, elle est blessée depuis une dizaine de jours. Elle a été blessée 10 jours avant la trêve, et puis Minnesota a enchaîné les défaites. Donc dans le statut de Most Valuable Players, qui est vraiment ça à mettre en avant, Mhm. je pense qu'il n'y a pas plus valuable pour le moment sur le podium que Nafissa Collier pour son équipe. ok. Bon, ouais. Pas de désaccord profond sur les noms qu'on a pu donner. Oui, c'est Euh, du classique. c'est ça. On va aller sur notre récompense autour de la rookie, mais on va faire plus rapide. On en avait parlé là il y a 2-3 semaines de ça, les gars. Vous en aviez très bien parlé, chacun ayant fait l'avocat Mhm. de l'une ou de l'autre. Caitlin Clark ou Angel Reese. Bon, rapidement, les gars, moi, je vous avoue que mon choix va plutôt pour Clark. Je pourrais l'expliquer après, mais je sais pas, vous en pensez quoi?
Bah, moi, je suis aussi d'accord avec toi. Après, c'est vraiment du pile ou face, c'est vraiment Oui, des petits, ça se joue à des petits détails, mais aussi moi aussi je mettrais Caitlin Clark au rookie de l'année. ok. Bon, on est 3 et puis, j'ai envie de dire que, statistiquement, entre guillemets, si on s'arrête juste sur l'aspect statistique et domination, je pense que les 2 joueuses se valent dans le sens où elles sont impressionnantes pour leur première année. Ouais, Mais, je pense qu'on n'attendait pas Angel Reese forcément à ce niveau-là, là où Caitlin Clark, on avait des vraies attentes. Mm. Moi, vraiment sur les dernières semaines de compétition, elle m'impressionne et puis, bah, écoute, le Fever roule, le Fever roule plutôt bien, et elle est quand même responsable des victoires du Fever. Donc, j'aurais tendance aussi sur les dernières semaines de compétition à donner le trophée à Caitlin. Ok. surtout qu'elle a tapé le record all-time de passes décisives sur un match avec 19, C'est il y ça. a une semaine et demie Oui, c'est face à très. face à Dallas. C'est ça. Ça à rajouter dans sa ligne Voilà. de crédit, en tout cas pour Caitlin. Moi, c'est vrai que le point qui me fait aller plutôt vers elle, tu en as un petit peu parlé, Tom, c'est vrai que la hype était tellement Mmh. énorme, en fait, sur la joueuse qu'on pouvait, le nombre de personnes qui ont suivi son premier match, qui ont suivi ses premiers matchs des premières semaines. Tout à l'heure, je vous donnais le chiffre, 17 matchs à plus d'1 million de téléspectateurs cette saison, 15 avec Caitlin. Donc Mmh. il y a vraiment et elle pourrait avoir, elle aurait pu, prendre un coup de moins bien ou en tout cas, être, Il y a pas de rookie wall en tout cas. ouais, c'est ça pour l'instant, non. Moi, c'est aussi pour ça que je lui dessert ma petite récompense, pour elle parce que voilà, je trouve qu'elle a quand même, bien tenu la maison, même plus que ça et elle a pas cédé aux diverses pressions, aux diverses, bah, ça doit Mmh. aller à droite à gauche en fait. Quand tu es là-bas, nous, on est très loin, on observe ça de notre petite France, mais je pense que tu as plus d'un joueur ou d'une joueuse, d'un ou d'une athlète qui pourrait en fait prendre cette pression et mal la vivre, Et mal la craquer. subir et craquer. Alors, on a vu aussi qu'elle était très contente de la Oui. pause là. Elle a dit qu'elle parlerait plus pendant un mois et je pense qu'elle a besoin de repos et c'est très bien. Mais en tout cas, sur toute cette première partie de saison WNBA, bah, en tout cas, la hype qu'on avait autour d'elle, déjà elle ne redescend pas et surtout elle n'était pas feinte. Elle est vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre au bout de, 25 matchs, quelque chose comme ça. Tu sais quoi? J'aurais même tendance à dire, comme on l'a dit l'année dernière avec Victor, je pense qu'on a vu la pire Caitlin Clark en WNBA sur ce début de saison. Ouais. On va remettre dans le contexte rapidement. Elle a enchaîné du coup son année universitaire directement avec la WNBA où le Fever a un calendrier de malade mental en début de saison. Oui. Là, elle a un mois de pause, donc c'est un mois de vacances pour elle qu'elle n'a pas eu depuis je ne sais combien de temps. Elle va pouvoir bosser individuellement, elle va pouvoir se reposer. Moi, j'avoue que j'ai très, très hâte de la deuxième partie de saison de Caitlin Clark parce que elle va revenir à 100 normalement physiquement et je pense très honnêtement qu'on peut être encore plus impressionné de sa deuxième partie de saison. Bon, après voilà, hein, si vous êtes plutôt la team, Angel Reese, il y a aucun problème là-dessus, Oui, il y a que c'est beaucoup monstrueux d'arguments. aussi, hein. C'est ça, il y a beaucoup d'arguments qui vont dans son sens, mais voilà, il fallait qu'on fasse un choix et c'est celui-là qu'on a fait pour cette première partie de saison. Bah, notre dernière récompense, messieurs, c'est autour d'une équipe. Ça va être intéressant, on va pouvoir en parler. On n'a pas nécessairement les mêmes choix. Allez, bah, l'un de vous, les gars, je vous laisse, vous lancer sur l'équipe de votre choix. Quelle est celle qui vous a le plus, a plu, en fait, sur ces 25 premiers matchs. Bah, on en a parlé tout à l'heure, moi je vais parler un petit peu de Minnesota. Ouais, Les Lynx qui ont honnêtement dépassé les attentes, de la pré-saison et qui étaient, jusqu'il y a une semaine, qui étaient dans le top 3 au classement et qui ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, la meilleure défense et cette pièce maîtresse qui est Napheesa Collier, qui était, avant sa blessure, honnêtement la deuxième meilleure joueuse, intrinsèquement, de la ligue, derrière A'ja Wilson. Et bon, malheureusement, elle s'est blessée, mais là, elle est avec Team USA. Elle va ouais. faire les JO et normalement, elle sera de retour en pleine forme après la pause olympique. Il y a eu un petit coup de moins bien, justement lié à sa blessure et même depuis qu'elles ont remporté la Commissioner's Cup, Ouais. Minnesota a un peu perdu avec 4 victoires et 5 défaites donc sur ses 9 derniers matchs. Mais aussi, c'est en lien mon coup de cœur, pour Minnesota, c'est en lien avec un coup de cœur que j'ai pour une joueuse, c'est Kayla McBride, qui est, exceptionnelle cette année. Elle qui a été seulement, 2 fois, All-Star, dans sa vie et qui là a été, All-Star, cette saison, qui, revient, à un niveau, complètement insolent derrière l'arc
Elle est la joueuse qui a marqué le plus de paniers à 3 points cette saison, avec 76. Donc le tout en shootant à des pourcentages vraiment très très bons, parce qu'elle est à 42% à 3 points, en prenant 7 par match. Et défensivement, c'est aussi là qu'elle m'a impressionné, puisqu'elle scoltine souvent les meilleures attaquantes adverses, notamment le fameux match où Minnesota perd contre Indiana, et sans Nafisa Collier, et Calla McBride se fade Caitlin Clark pendant tout le match, et elle la limite à, je crois, 5 sur 17 au tir, et 6 pertes de balles. Donc vraiment un gros match défensif. Et ce duo Collier-McBride, qui est le même duo que le Fenerbahçe en Euroleague. Enfin, pendant la saison européenne, elles étaient ensemble. Et là, elles se connaissent par cœur, et elles sont très très complémentaires. Et donc voilà, moi, c'est mon petit coup de cœur pour Minnesota. Mmh. Je me permets juste de rebondir parce que c'était l'équipe aussi, moi, que j'avais noté. Tu as parlé du coup de moins bien, mais c'est vrai que le bilan, en fait, ce bilan de 17-8, il est là parce qu'il y a eu un 13-3, Mmh. qui était quand même assez impressionnant sur, là jusqu'à, allez, je crois que c'était le 22-23 juin où après elles ont commencé à enchaîner un peu plus de défaites. Moi, voilà, c'est vraiment une équipe, intéressante, donc on a dit, meilleur, defensive rating, mais c'est pas que de la défense en attaque aussi ou sur l'autre partie du terrain, c'est intéressant. C'est la première équipe en termes de pourcentage à 3 points marqués. Et en passe Heu, décisive aussi. c'est ça, bah, voilà, c'était la ligne que j'avais notée juste en dessous. Mmh. Donc des 2 côtés du terrain, c'est intéressant et ça peut vraiment être, des éléments à prendre en compte quand on va rentrer dans la phase de play-off parce qu'évidemment Minnesota, sauf catastrophe, ira en play-off. Voilà, on sait que les défenses ça aide, hein, pour, passer des tours, évidemment en play-off, mais il faut aussi avoir quand même, cette adresse, faut avoir ce jeu collectif, faut avoir cette tête d'affiche, on en a parlé autour de Nafisa Collier. Donc je pense que si les planètes s'alignent bien, qu'il y a pas de blessures et que peut-être, un coup de bol, contre une adversité peut-être un petit peu plus faible ou, handicapée à droite ou à gauche, tu peux ambitionner des belles choses pour cette équipe, de Minnesota qui en plus connaît le chemin de la victoire, hein. Elles ont été 4 fois championnes de la ligue. La dernière fois, c'était en 2017, donc c'est pas Mmh. non plus si vieux que ça. On Et n'est puis pas c'est non toujours la même coach, c'est Cheryl Reeve, qui a mmh. passé enfin, qui est dans sa 15e ou 16e saison avec Minnesota, et qui donc est quadruple championne WNBA, et effectivement, comme tu as dit, connaît très bien le chemin de la victoire. Donc pourquoi pas? C'est vrai que voilà, on est beaucoup sur le Liberty ou sur, les Aces, mais c'est vrai que s'il fallait peut-être aller, voir une équipe un peu Outsider. épouvantail, outsider, alors certains parleront peut-être du Connecticut, ça s'entend, mais cette équipe de Minnesota, je pense qu'il faudra la surveiller de toute façon et elle pourrait créer de belles choses dans la deuxième partie de saison. Mmh. Tom, on est d'accord que tu ne veux pas nous parler, du Lynx ou du Sun? Bien sûr que non. Non, non, mais je vais surprendre personne, mais je vais parler du Liberty parce que au delà du fait qu'on les attendait à cette place-là, ce qui semble tout à fait logique quand on voit l'effectif de cette équipe. Pour rappel, le Liberty est premier de la ligue avec un bilan de 21 victoires et 4 défaites. Des défaites qui, entre guillemets, ont été plus sur le début de saison parce que là, elles sont sur un run de 9 victoires pour une défaite sur les 10 derniers matchs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais globalement, deuxième meilleure équipe au nombre de points inscrits, cinquième meilleure équipe au nombre de rebonds pris, 2e meilleure équipe au nombre de passes. Globalement, c'est une équipe typée All-Star, avec, de très grands noms, une profondeur énorme. Mais pour avoir discuté avec pas mal d'entre guillemets «de gens qui suivent la WNBA depuis plus longtemps que nous» et notamment encore un petit clin d'œil à Ghislain, hem, il me disait et c'est vrai, on sent que Sandy Brandello, du coup, qui est coach du Liberty et qui a été élu coach du mois, a beaucoup plus la main mise sur son groupe cette saison. Elles ont perdu en finale de la Commissioner's Cup contre Minnesota. Mais par contre, dans le jeu, on sent vraiment une progression, même par rapport au début de saison, avec, les absences de certaines joueuses ont permis aussi de développer d'autres aspects du jeu. J'en ai parlé avec Sabrina, mais on sent vraiment que l'attitude globale du groupe, ça shoot moins à 3 points, c'est un peu mieux construit et puis, quand tu as un trio, comme Jonquel Jones, Breanna Stewart et Sabrina Ionescu, on ne peut attendre qu'en fait, qu'un top 3 sur la saison régulière minimum, mais encore une fois, c'est pas là qu'on les attend. Le Liberty, on les attendra
en play-off. On sait très bien que potentiellement, c'est peut-être le dernier essai de cette équipe pour aller au bout, pour la bague. Donc on va suivre le Liberty de près. Et puis, je vais quand même faire aussi un petit clin d'œil à Connecticut, qui est pas une équipe mystère parce que c'est aussi une grosse équipe sur le papier. Et on en parlait avec Elliot en off qui a rajouté une très belle addition là sur les derniers jours en la personne de Maybri, qui était la meilleure shooteuse et potentiellement la meilleure joueuse du Sky sur ce début de saison. Donc un vrai apport au scoring, du shoot extérieur dont elles avaient besoin, à côté de joueuses expérimentées sur l'aspect défensif et même globalement, un groupe hyper bien construit avec Alice Thomas, enfin bref, des joueuses compactes et des joueuses qui savent, qui connaissent aussi un petit peu le chemin de la victoire. Donc globalement, voilà, je choque personne en parlant du haut de tableau. On avait aussi envie de se concentrer sur les équipes qui dominent la ligue. On va pas vous parler de Washington et de Dallas parce que c'est pas forcément aussi notre cœur de métier. Mais voilà, globalement, un petit clin d'œil au Sun. Elliot, je sais que ça te tenait à cœur aussi de donner un petit mot là-dessus. Ouais, parce que le transfert, il était, enfin moi, il m'a un peu surpris. Quand j'ai vu la notif pop, je me suis dit ah ok, parce que c'est assez intéressant pour Connecticut, qui manque un peu de playmaking sur les lignes extérieures, un peu de shooting. Donc Maybri, elle va apporter ça, un peu de spacing, etc. Juste le petit point à mentionner aussi qui est marrant, c'est que elles s'entendent très très mal avec Dejanay Carrington, parce que, enfin, elles s'invectivent à chaque fois qu'elles se rencontrent. Donc ça va être aussi intéressant de voir comment elles vont pouvoir évoluer ensemble. Mais voilà, je pense que c'est quand même un bon fit pour Connecticut. Bon, voilà pour les différentes équipes qu'on voulait aborder dans dans ce bilan un petit peu de mi-saison. On va continuer, messieurs, avec, on va rentrer dans des choses peut-être un petit peu plus générales, avec ce qu'on a aimé ou ce qu'on a moins apprécié peut-être sur cette première partie de saison WNBA. Je vais me permettre de démarrer, les gars, comme ça après, Mmh. moi, je vous laisse rebondir. Je sais qu'en particulier, Tom, toi, tu es sur un aspect un petit peu plus négatif, on va dire, donc ça sera la passerelle. Euh, bah, on s'est jamais caché, hein, les gars. Elliot, toi, tu nous as rejoint avec Tom très rapidement dans ce début de saison WNBA, mais en Ouais. tout cas, pour ma part, celle de Tom aussi, si je dis pas de bêtises, on est vraiment sur nous une découverte. On l'avait dit dans le premier podcast, et c'est vrai que quand on a des attentes, que ce soit sur la WNBA ou sur un autre sport, une autre compétition en général, il y a toujours une hype au départ. On rentre pour une raison ou deux raisons. Là, nous, c'est vrai qu'on est en particulier rentré parce qu'il y avait le phénomène Clark, mais aussi parce qu'il y avait un réel intérêt, un réel engouement de voir un petit peu ce que pouvait proposer cette ligue en général. On l'avait dit tout de suite, nous, on n'était pas là pour parler que de Caitlin Clark. La WNBA, ce n'est pas que ça. Mmh. Je pense qu'on l'a assez prouvé dans les différents épisodes qu'on a pu vous proposer, mesdames et messieurs. Et moi, je trouve que j'ai vraiment pris plaisir en tout cas et je suis pas déçu sur ce que j'ai pu voir, sur ce que j'en attendais, on a toujours des attentes, on se dit: «Ah bah tiens, cette équipe-là, elle m'intéresse parce que telle joueuse», parce que, tu vois, nous, Tom et moi, on est assez proches sur le fait qu'on aime, les équipes californiennes, en particulier, Los Angeles. Mmh. Donc on a le cœur qui est un petit peu plus basculé aussi autour de Cameron Brink. Alors malheureusement, elle est blessée, mais il y a quand même des choses intéressantes et c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé dans cette première partie de saison WNBA, c'est le côté, en fait, tu vas te greffer pour une raison ou deux raisons, mais après, en fait, tu vas t'intéresser au reste. Tu vas aller t'intéresser aux autres matchs. Tu vas aller regarder un match de LA parce que tu as peut-être le cœur un peu plus californien contre une autre équipe. Tu vas dire: «Ah ouais, en fait, cette équipe du Sun, elle est intéressante, donc je vais creuser». Après, tu vas tomber sur un match de Minnesota avec Nafisa Collier et tu dis: «Ah ouais, quand même, elle envoie du lourd». Après, tu tombes Mmh. sur un match du Liberty. Et en fait, c'est ça, cette homogénéité de la ligue est vraiment intéressant, cette densité. Il n'y a pas vraiment d'équipe vraiment très très mauvaise et d'autres qui sont ultra dominantes. Il y a quand même un panel plutôt intéressant de choses à voir, même si les dynamiques sont toujours différentes entre les équipes. Mais voilà, moi c'était ce point-là que je voulais aborder parce que quand on rentre dans une compétition, dans un sport, dans une discipline, on peut vite être déçu ou se dire: «Ah, je m'attendais pas à ça», et en fait, moi je m'attendais pas à ça, mais d'un point de vue positif. Donc Ouais. j'ai vraiment très envie de voir la suite et surtout de rentrer en play-off et de voir dans les moments qui comptent, est-ce qu'on va retrouver, la même intensité que nous on peut retrouver par exemple en NBA, qu'on suit depuis maintenant, bien plus longtemps, et on sait que la saison régulière en NBA on est content, mais au bout d'un moment on en a marre et on veut passer aux choses sérieuses.
Là, on est sur une saison WNBA qui de base est plus courte. Les playoffs arrivent très vite, donc très très content de ce que j'ai pu voir et très hypé pour la suite. Donc c'était vraiment ce côté positif que je voulais mettre en avant. Mais comme tu l'as dit, la saison est resserrée, donc forcément chaque match a plus d'enjeux et Mm. donc les filles se donnent plus sur le terrain et on n'a pas vraiment, enfin à chaque match, on a soit des stars sur le parquet, soit une équipe qui joue bien, Mm. un collectif, une rookie, quelque chose. Honnêtement, chaque nuit, il se passe quelque chose. On n'est pas sur des nuits où il y a 3 matchs et là on se dit: «Ah bah OK, Ouais, c'est ça. machin, c'était bof». Là, tous les matchs sont intéressants, il y a certaines équipes moins fortes bien sûr, Oui. mais il y a certaines équipes du bas du classement comme, par exemple Washington, qui ont pas un bon bilan, mais qui jouent très bien et honnêtement, oui, tu l'as dit, cette homogénéité, ça joue plutôt bien dans toutes les équipes. Ouais, donc voilà pour mon point perso. Tom, je sais que toi tu voulais, être sur un bilan général aussi, mais d'un point de vue peut-être un petit peu plus critique. Ouais, exactement. Bah, écoute, moi, je te rejoins en tout cas sur l'aspect positif du jeu en lui-même. On est tout à fait d'accord. On s'est lancés tous les 2 sur cette aventure et puis on n'est vraiment pas déçus par la qualité de jeu des filles et le niveau global de la ligue. Finalement, le plus décevant, c'est la couverture médiatique, qu'elle soit américaine ou internationale. Après, on retrouve, vraiment cet aspect un peu péjoratif dans tous les sports, mais encore plus dans un sport qui est en développement et qui mériterait, au vu du niveau global de la ligue, une réelle couverture, je vais utiliser les termes, hein, intelligentes, et on a souvent des sorties médiatiques encore très, très, très bas de gamme. Heu, Nous, on essaye vraiment de vous proposer depuis le début, sans s'en cacher, on sait qu'on est amateur sur la WNBA et on essaye vraiment de s'intéresser, de se documenter, de discuter avec des gens qui suivent la ligue depuis un moment pour vous proposer un contenu de qualité. Et pour le coup, je vais être un peu critique avec les médias un peu plus généralistes, où on a des sorties, on voit des choses qui n'ont rien à voir, des commentaires où on se demande vraiment si certains journalistes regardent les matchs ou si c'est simplement pour faire du clic, pour faire des vues. Ça, c'est un petit peu dommage et puis, à la limite, j'ai envie de te dire, en France, je suis pas étonné qu'on ait ce genre de sortie. Ce qui est frustrant vraiment, c'est au niveau américain. Eux qui pourraient encore plus promouvoir cette ligue et qui ont en fait ce rôle aussi de promoteur et de mettre en avant les choses qui fonctionnent bien. Et on a eu cette alimentation autour de la non-sélection de Caitlin Clark, pour Team USA. On a ces fausses, entre guillemets, ces faux bifs entre Caitlin Clark et Angel Reese. On a essayé, entre guillemets, de pousser un peu les joueuses limite à s'opposer les unes aux autres, alors que globalement, on est sur une ligue hyper homogène et on sent que les filles n'ont pas forcément de il y a pas en matière, en fait, à vouloir créer de réels litiges entre elles parce qu'on sent que c'est une ligue compétitive qui tourne réellement autour du sport en lui-même. Donc c'est dommage. Après, ça ne gâche en rien le niveau de jeu et nous, ça ne gâche en rien notre plaisir qu'on a. Mais juste ce petit point un peu négatif où, on l'a aussi chez les hommes, hein, sans le citer, mais Gilbert Arenas, est un clown et on retrouve le même type entre guillemets de clown aussi chez les filles. Donc voilà, mais ça ne va aller entre guillemets qu'en progressant quand on voit, les gens de plus en plus nous suivent sur le podcast ou les gens aussi de plus en plus réagir avec nous sur les différentes plateformes comme Twitter donc voilà. On va dire plus de positif que de négatif quand même. Oui, oui, mais il faut voilà, c'est très bien que tu aies pu le dire parce que c'est vrai que des fois on peut lire des choses ou voir des choses, on dit: «Oh là!» Oui, c'est sûr que les mecs, ils ont pas dû regarder le match ou en tout cas, le côté clic comme tu dis, malheureusement, mais ce n'est pas que pour la WNBA, hein, c'est à l'image un peu de la société, des réseaux, et c'est comme ça, faut faire avec malheureusement. Toute autre chose avec, toi Elliot, toi c'était, on va revenir plus sur du Ouais, terrain sur le vraiment concret. proprement parler. Alors, sur la classe de rookie en particulier que tu voulais, mettre en avant toi? Ouais, on en a beaucoup parlé de ce duel entre Caitlin Clark et Angel Reese, mais c'est pas les seuls rookies de cette, classe 2024 qui sont assez bluffantes. On avait Cameron Brink avant qu'elle se blesse bien sûr, qui était, meilleure contreuse de la ligue et qui est même restée au total, Mmh. assez vite enfin très longtemps dans le top 5 sans jouer, des matchs depuis, maintenant un mois et demi. Et puis, c'est pas la seule, qui a fait une bonne impression. Camila Cardozo, la compère d'Angel Reese à Chicago, qui est un peu plus enfin, un peu en deçà de sa troisième position, à laquelle elle a été draftée, qui fait quand même un bon début de saison. Et aussi, fallait quand même, je sais pas si on en avait parlé, mais on a 2 Françaises qui ont été draftées, cette saison, Carla Leight et Leila Lacan, hein, aux places, 9 et 10.
donc Carla Leight à Dallas et Leila Lacan à Connecticut. Et les deux qui sont donc en draft and stash, qui sont restés en Europe cette saison, mais qui vont pouvoir avoir un avenir en WNBA. On ne sait pas quand, mais peut-être que ça peut être, enfin, qu'elles vont arriver dans la prochaine année ou dans 2 ans. Et aussi, dernier point, c'est au deuxième tour, à la place 18, la belle histoire de cette draft, c'est Kate Martin, la coéquipière de Caitlin Clark à Iowa, qui était donc là plutôt à la base pour soutenir sa copine au moment de la draft, et qui a vu son nom appelé par les doubles championnes en titre, les Aces. Et son intégration est vraiment hyper cool à voir. Elle est, enfin, un Elle a un traitement vrai rookie, rôle. mais ouais, Elle a ouais. un vrai rôle. Elle a un vrai rôle, mais surtout elle est hyper intégrée sur, enfin, en off court aussi, avec avec AJ Wilson se marre souvent et tout. Elles ont leurs petits checks, leurs petits rituels, etc. Et tu l'as dit, ouais, elle est bien intégrée dans le système de jeu de Becky Hammon, puisqu'elle joue quand même presque 14 minutes par match. Et donc, c'est une des meilleures joueuses sur tu la mets dans le corner et juste elle te rentre les 3 points dès que tu lui fais la passe ouverte, elle rentre ses tirs. Et ouais, donc elle est à 39% à 3 points, ce qui est plutôt honorable. Elle est à 2 rebonds, un petit peu plus d'une assist, un petit 0,3 steals et 0,3 blocs. Donc un petit apport, mais qui pourrait notamment s'amplifier avec le temps. Et je pense qu'elle peut devenir une très bonne joueuse de rôle, peut-être dans l'esprit même d'Alicia Clark, sa coéquipière actuellement à Las Vegas, en mode très forte défenseur, en mode 3&D, quoi, très forte défenseuse et qui rentre ses 3 points quand elle est ouverte. OK. Bon, bah, c'est vrai qu'on a une classe de joueuses rookies vraiment intéressante et c'est vrai que la lumière est beaucoup mise sur Mmh. les 2 numéros 1. On en parlait juste, tout à l'heure dans notre petit, palmarès là de mi-saison, mais il faut pas oublier les autres et c'est plutôt intéressant que tu aies pu, nous en parler, dans cette émission, Elliot. On va clôturer avec notre petite information en plus, hein, comme à chaque fois Comme d'hab. pour terminer, sur, une note positive ce podcast et Elliot, bah, du coup, tu reprends la main, hein, avec le match de Team USA là. Donc on en a parlé tout à l'heure, elles avaient fait leur premier match, c'était donc lors du All-Star Game, là, ce match d'exhibition, d'entraînement à la fois. Et là, il y a eu un match contre l'équipe allemande qui s'est déroulé en tout début de semaine. Là. C'est ça, c'était hier soir. Team USA qui dispute donc son deuxième et en même temps dernier match de préparation C'est ça. avant les Jeux Olympiques. Donc à l'O2 Arena de Londres, comme les messieurs face à l'Allemagne lundi soir. Et victoire aussi pour la Team USA avec un score final 84-57. Elle qui était un petit peu, on avait vu une équipe qui se connaissait pas trop pour l'instant sur le terrain lors du All-Star Game, ou qui jouait pas vraiment à 100% plutôt. Et là, on sent qu'elles sont plutôt rentrées dans leur match avec une grosse première période. Et bon, un petit relâchement dans le troisième quart, mais dès qu'elles ont envie, elles réaccélèrent. Donc on a vu Nafisa Collier jouer 21 minutes, elle qui avait joué que 3 minutes pendant le All-Star Game. Et ça fait plaisir de la voir reprendre enfin, de retour sur un parquet. Et bon, il y a 4 joueuses qu'on peut noter côté Team USA. Breanna Stewart, qui est donc un peu la patronne de cette équipe. C'est celle qui a joué le plus de minutes. Avec AJ Wilson qui a fait un énorme match comme d'habitude, 19 points, 14 rebonds. Rien à dire. Et Joel Lloyd aussi, très intéressante, qui a été très à droite, avec un joli 4 sur 6 au tir pour 11 points. Et Alyssa Thomas aussi, précieuse, 26 minutes de temps de jeu, avec 8 points, 7 rebonds et 4 assists, qui ont complètement, là c'est Alyssa Thomas, Nafisa Collier, Breanna Stewart et Wilson, complètement cadenassé Satou Sabali, la meilleure joueuse allemande qui n'a pas joué à Dallas cette saison, enfin qui a été blessée, qui n'a pas joué de la saison, et qui là a été complètement, ouais c'est ça, hyper bien défendue, Mm. et qui nous sort un malheureux 3 sur 17 au tir, dont 2 sur 10 à 3 points, avec 5 pertes de balles. Donc un premier match de retour assez compliqué face aux Américaines, parce que tu rencontres direct la meilleure équipe. Oui. Et bon, honnêtement, Team USA a été solide, sans vraiment être exceptionnel. On aurait pu avoir plus de tirs qui rentrent, mais bon, on sait que ça va dérouler, puisqu'il reste quand même, faut repréciser les stats, 55 victoires de rang aux Jeux Olympiques,
et elles sont en quête d'une 8e médaille d'or consécutive. Ouais, et puis écoute, pour prolonger ton propos et pour faire une petite dédicace au live qu'on avait pu faire lundi, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite fortement, vous pouvez nous retrouver sur YouTube. On avait fait un live un petit peu preview JO féminine et JO masculine pour les équipes de basket 5-5. Mais globalement, Team USA, c'est une équipe ultime. Sur le papier, vous retrouverez les 12 meilleures joueuses du monde. Le panel de possibilités est énorme et limite infini. Et puis, à la différence, et puis même honnêtement, même en ayant vu le match des garçons, je pense que là, il y a de moins en moins de différence. Je pense que les équipes Ouais. américaines arrivent sur ces JO pour remettre la place du basket au centre des débats américains. Ils viennent de manière très sérieuse, de manière très confiante. Ils ont envie de rouler sur la compétition et de rouler sur les équipes internationales. Puis on l'a vu hier, en fait, le seul problème, entre guillemets, des États-Unis, ça a été le garbage time, parce que c'est trop facile, en fait, c'est beaucoup trop facile pour elles. Elles ont réponse à tout quand il faut. Tu en as très bien parlé de Satou, en plus. Satou, c'est compliqué parce qu'elle n'a pas joué du début de saison et puis il fallait qu'elle reprenne du rythme. Donc voilà, mais quand il faut, entre guillemets, se mettre à défendre et bloquer Locke, la meilleure joueuse adverse, elles ont toutes les capacités et toutes les joueuses possibles pour le faire. Quand il faut jouer grand, elles peuvent jouer grand. Quand il faut jouer rapide en transition sur du run and gun, elles ont toutes les capacités aussi de le faire. Si vraiment vous avez l'opportunité de voir cette équipe évoluer pendant les Jeux Olympiques, il faut le faire parce qu'on en a aussi parlé lundi, c'est la meilleure équipe des sports collectifs de l'histoire des Jeux Olympiques, hommes et femmes confondus. Si je ne dis pas de bêtises, messieurs, c'est 70 victoires sur 73 matchs. Ouais. Enfin, c'est magnifique, il y a de l'intensité, elles sont là pour gagner, elles prennent aucune équipe de haut. Donc attendez-vous à vous régaler. Si vous avez en plus l'opportunité d'aller les voir en live, que ce soit à Lille ou à Paris à partir des quarts de finale, parce que no spoil, elles seront en quart de finale à Bercy. Franchement, foncez. Ouais, non, donc rien d'autre à rajouter évidemment. Donc profitez de cette période olympique, ça permettra de continuer à observer les joueuses qu'on suit dans les franchises WNBA, mais là avec le maillot national, et on sait qu'il y a Un une vraie très beau maillot fierté, hein. d'ailleurs. C'est ça. Et quelle que soit la nation, on sait que les athlètes en général sont toujours fiers de porter le maillot national et de représenter le pays. Donc ça va nous promettre du beau spectacle. Voilà pour cette émission là, ce petit hors-série entre guillemets où on est un petit peu sorti de notre trame habituelle, mais il y avait quand même des choses à évoquer avec vous, messieurs. Je vous remercie d'avoir été présent une semaine de plus. Ouais, écoute, merci Chris et puis, merci Elliot et merci à vous de nous écouter. N'hésitez Oui. pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux, de nous donner vos avis. On sait qu'on a l'occasion de discuter souvent avec vous et surtout, surtout profiter de ces Jeux olympiques. Je sais qu'en France, on est triste et on est râleur, mais on a la chance d'avoir les Jeux olympiques de Paris et d'accueillir les meilleurs athlètes du monde, que ce soit, les hommes et les femmes. Donc vraiment profitez de ce moment, c'est vraiment des beaux événements à passer en famille ou avec vos proches, donc vraiment profitez de ces Jeux olympiques. Ouais, tu as tout dit et puis, on se retrouve, bien sûr, dans les prochaines semaines pour débriefer les Jeux olympiques et le retour de la WNBA. On aura quand même impatience de revoir, nos équipes, favorites. Bah oui, vous inquiétez pas, on va rester là, on va rôder, on Bien va sûr. continuer à vous proposer du contenu. Il y aura aussi, la suite, hein, les lives, le top 5, le lundi aussi pour continuer à vous abreuver de contenu basket en général, et donc ouais, profitez bien de cette période olympique, que ce soit pour le basket ou pour évidemment bien d'autres sports. Très bonne journée à vous, profitez de tout ça. Si vous êtes en vacances aussi, vous avez bien de la chance. Si vous êtes au boulot, vous êtes à la maison, bon courage. En tout cas, on se retrouve très vite sur les antennes de The Free Agent. Ciao! Ciao. Bye bye.